bonjour. Mais juste, enfin là d'accord, on est surveillé partout et tout le temps, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Enfin c'est trop tard de toute façon, la majorité des gens ici, ils ont tous un compte Facebook, peut-être Twitter, enfin voilà. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour que justement ça s'arrête et qu'on puisse se rebeller face à tout ça? Mais c'est très très facile et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a tous le pouvoir en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si t'es pas d'accord avec ce que fait Google ou Facebook sur toi, t'es pas obligé de les utiliser. Si tout le monde dit moi Google, Facebook, j'arrête, ça veut dire qu'eux à un moment donné ils vont devoir réagir parce que c'est que des sociétés qui sont là pour gagner de l'argent au final. Donc tu as l'entier pouvoir de ce qui se passe. C'est pas du tout, enfin t'es pas une victime quoi, tu subis pas. Tu peux te positionner et dire bah moi Facebook, j'arrête. Ou alors faire un compromis, c'est-à-dire que plutôt que d'utiliser Facebook pour tout et n'importe quoi, bah plutôt que d'écrire en permanence à quelqu'un dans la messagerie instantanée de Facebook, eh ben je vais utiliser plutôt un email qui soit de préférence pas chez Google. Et petit à petit, comme ça, se sortir un peu de ce genre de service qui ne mérite pas notre confiance. Bon, on a tous les pouvoirs sur beaucoup de choses en fait. Bon, vous avez dit que la NSA a des profils sur nous. C'est juste la NSA ou il y a aussi quelque chose en France ou en Allemagne? Plus proche. Alors, effectivement, on connaît bien la NSA parce qu'il y a eu les révélations d'Edward Snowden là-dessus, de Wikileaks avec Julian Assange avant et d'autres, et que c'est parce que c'est d'ampleur particulièrement impressionnante. Cela dit, effectivement, il ne faut pas se tromper. Tous les pays rêveraient d'avoir plus ou moins ce que fait la NSA. Et ils l'ont à une échelle plus basse. On a eu des révélations en France il n'y a pas très très longtemps de ce que faisait la DGSE, et on sait qu'ils ont quelque chose qui est, au moins pour l'échelle française, plutôt similaire. En France, en ce moment, on est aussi sur le débat de la loi de renseignement, qui consiste à faire comme les États-Unis, mais en plus à le faire en légal. Donc là, c'est ce que proposent nos députés qui sont censés nous protéger. Et ben en ce moment, ils sont prêts à voter une loi qui va autoriser l'État à poser des boîtes noires sur tous les fournisseurs, sur tous les matériels des fournisseurs d'accès à Internet. Donc ça veut dire que l'État va pouvoir à un moment donné espionner l'ensemble des communications des citoyens sur Internet. C'est intolérable dans une démocratie et pourtant nos députés vont peut-être voter ça dans quelques jours. Donc oui, en France, effectivement, on a le même problème. Bon. Les données que la NSA a, ils sont stockés où en fait? Ils sont stockés où? Où on peut les trouver si on veut, par exemple? Où exactement, ça va être compliqué à déterminer. Cela dit, il y a quelques centres de données qui sont connus. Globalement, ça va être dans ce qu'on appelle des data centers. Donc c'est des grands hangars remplis d'ordinateurs qui ont eux-mêmes tout plein de disques durs. Et c'est là-dessus que c'est stocké. Donc c'est purement physique. Il y a des endroits où on peut... si on voulait tout faire sauter, on peut, et c'est bien pour ça que ces différents hangars ne sont certainement pas répertoriés sur une carte accessible à tous. Alors, la loi qui est en cours de vote actuellement, c'est juste une réédition en fait de la loi de Sarkozy d'il y a une dizaine d'années quand il était ministre de l'Intérieur, puisqu'il imposait déjà aux fournisseurs d'accès de stocker les informations pour 5 ans sur l'intégralité des clients. Ouais, mais il y a une différence qui est fondamentale, c'est que effectivement, on nous a toujours demandé pendant 1 an de stocker l'ensemble de ces métadonnées. Et ensuite, c'est le gouvernement qui va faire des requêtes dans le cadre d'une procédure judiciaire pour obtenir des informations. Donc ça veut dire que les fournisseurs savent exactement ce qu'on leur demande, ils n'ont pas le droit de le divulguer, mais il y a une certaine forme de contrôle. Ici, on parle de quelque chose de beaucoup plus proactif. Non seulement parce qu'on va poser des boîtes noires, et vraiment le boîte noire a été utilisé par Manuel Valls, c'est-à-dire qu'on va poser un équipement dont on n'a aucune connaissance de ce qu'il fait, et c'est le gouvernement qui va pouvoir y accéder quand il le souhaite pour espionner l'ensemble des communications. Donc on ne sait pas du tout ce qu'ils font avec, ni dans quelle mesure, et enfin, surtout très important, c'est que tout ça, c'est sans juge. L'autre, c'était uniquement sur commission rogatoire, on est bien d'accord. C'est ça. Donc là, ils font ce qu'ils veulent, et en plus, même s'ils veulent le faire légalement, bah, c'est pas très compliqué, parce qu'ils n'ont pas besoin de s'embêter, c'est le principe presque d'un état policier. Est-ce que justement pour la loi de renseignement, là, il y a une lettre type qui existe qu'on peut envoyer à nos députés avec les argumentaires que tu as évoqués, avec les arguments que tu as évoqués? Parce que ça se fait assez souvent, ça s'est fait pour d'autres lois, et les députés sont quand même assez réactifs sur ce que les citoyens qui les ont élus racontent. Alors il y a tout un site qui existe qui s'appelle sous-surveillance.fr qui regroupe plein d'informations. Il y a notamment le PIFON,
En fait, c'est une initiative de la Quadrature du Net qui ressort malheureusement souvent, avec l'ensemble des députés qui sont référencés. On peut simplement cliquer et on peut appeler un député depuis Internet gratuitement pour lui parler. Alors après, des lettres types, il y en a qui existent. Le souci, c'est que ça passe vite dans les spams, les lettres types, parce qu'effectivement, un député qui va recevoir 50 fois la même lettre, il voit bien c'est un peu comme une pétition, quoi. Ça perd très vite de sa valeur. Par contre, c'est important les députés, c'est censé être notre accès local au gouvernement, donc c'est important d'aller les rencontrer et de leur parler les yeux dans les yeux pour leur demander, vous, qu'est-ce que vous votez, vous y êtes intéressé, qu'est-ce que vous en pensez, quoi. Donc c'est vraiment l'argument de proximité qu'il faut privilégier, je pense. Les données qu'ils stockent, alors les profils, ils sont bien protégés alors, sûrement. Est-ce que ils se sont déjà fait craquer une fois par quelqu'un? Pour la NSA, c'est dur de savoir, étant donné qu'on n'a aucune information sur ce qu'on fait, sur ce qu'ils font, pardon. Du coup, on n'aura tellement pas d'informations s'ils se font voler des choses. Alors cela dit, ils se sont quand même fait voler des choses. Edward Snowden, c'est le principe, c'est qu'il a volé plein d'informations, il les a données. Alors ça va que c'est un citoyen et qu'il a donné des choses qui protègent les citoyens. J'imagine qu'il aurait pu sortir des choses qui mettraient à mal les citoyens. Après, pour tous les intermédiaires, comme Google et Facebook, donc ça je l'ai dit, eux par contre, ils se font régulièrement voler des données. Tout ce que vous leur confiez, toutes les choses qui conservent, toute la moindre conversation que vous envoyez sur Facebook, ça arrive qu'ils se fassent voler tout ça. Et là, on ne sait pas où ça part. Alors, si on s'inscrit à la NSA et on se fait recruter par eux, on a accès à toutes ces données? Alors ça, je peux pas te répondre. J'imagine qu'ils ont des procédures en interne qui font que la moindre personne qui est agent d'entretien dans la NSA n'a pas accès à toutes les données. Mais Edward Snowden, qui était un informaticien, qui était un militant, y a eu accès. Et c'est une bonne chose pour nous. Environ jusqu'à quel grade il faut monter alors pour avoir accès à plus ou moins toutes les données? C'est pardon? Das war eine Witze. Je n'en sais rien du tout. Je peux pas. C'est aussi le problème, c'est que finalement tout ça c'est opaque. C'est un souci que je puisse pas te donner la réponse. C'est qu'à un moment donné, ils ont toutes les informations et comme j'ai dit, c'est chez eux. On sait pas comment c'est protégé. Attends, c'est. En fait, dans les révélations de Snowden, il dit qu'il y a 6 niveaux d'autorisation différents, donc il faut arriver au dernier échelon pour. Donc il y a 6 échelons grimpés. Et du coup, pour continuer sur la loi de renseignement, il y a un petit argumentaire. L'argument, par exemple, des députés, c'est de dire que s'ils votent pas cette loi, les prochains événements terroristes, en fait, ça sera de leur faute, parce qu'ils n'auront pas prévu de protéger les gens. Et il y a un petit argument, en fait, qui est juste mathématique, c'est que dans ces boîtes noires, c'est prévu de faire, en fait, du deep packet inspection, c'est-à-dire d'inspecter tout ce qui passe, essayer de tirer un peu des profils typiques des terroristes. Et donc, par exemple, si vous faites un test statistique qui dit, par exemple, que je suis sûr que cette personne-là, il y a 99% de chances qu'elle soit terroriste. Si en France, il y a une personne sur 1000 qui est effectivement terroriste, quelle est la probabilité que la personne que le test a dit, bon, celui-là, c'est 99% terroriste, qu'elle soit vraiment un terroriste? Donc c'est les probabilités, P de A sachant B, les lois de Bayes. Et en fait, si vous avez un test qui dit cette personne-là est peut-être terroriste, en fait, elle ne le sera qu'à 9%. Avec une personne sur 1000 qui est terroriste. Donc ça fait quand même 65 000 personnes terroristes en France. Donc les chiffres sont énormes. Donc voilà, il y a des arguments. Et sur le site sous surveillance aussi, il y a un argumentaire pour appeler les députés. Alors c'est pas une lettre type, il y a une lettre type bien sûr, mais il y a des arguments auxquels on peut répondre quand, par exemple, les députés, comme aujourd'hui, il y a Jean-Yves Le Déaut qui est député de Meurthe-et-Moselle, qui vient de dire que c'est bien parce que les métadatas de toute façon seront anonymes. Sauf qu'on vient de le voir, les métadatas ne sont pas anonymes. Et c'est notre député de Meurthe-et-Moselle qui le dit. Ah, mais les métadatas seront anonymes. Donc qu'est-ce qu'on fait du coup? Je voudrais reprendre son explication qui est très intéressante. Vous avez compris ce qui se passe, c'est que comme il y a très peu de terroristes, même si le test se trompe rarement, comme c'est un événement rare, et ben quand vous faites la multiplication des probabilités, il va se planter. Et donc le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de terroristes pour que le test soit efficace. Le deuxième élément, c'est que vous êtes peut-être surpris
que dans un amphi scientifique, il y ait des chercheurs ou d'autres collègues de la recherche, vous avez vu qu'il n'y a pas que des chercheurs, qui se mobilisent. On est un peu concerné parce que, effectivement, on ne se contente pas juste de faire nos équations. Et alors ensuite, j'ai 2 mauvaises nouvelles. J'en ai une troisième, Julien, c'est qu'à mon avis, toi maintenant, tu vas être surveillé. Mais peut-être comme toi, tu ne le sais pas. La première mauvaise nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, au moment où on vous parle, ils sont dans le Parlement en train de discuter la loi. Et vous savez ce qui se passe ? Ils sont 35. C'est-à-dire que ce qui se passe de très étonnant, c'est que le Parlement est vide. Et moi, je crois quelque chose, je crois que c'est une catastrophe, parce qu'en fait, ces députés n'ont jamais appris l'informatique à l'école. Et donc, s'ils sont ça, je ne crois pas qu'ils soient plus méchants que les autres. Je pense juste qu'ils ne comprennent pas du tout la loi qu'ils sont en train de voter. Une autre question pour continuer de se foutre les boules ? Essaye de changer de voix à chaque fois. Ok. J'ai changé de voix. Bon. Je voudrais savoir pour la loi en France, alors si elle se fait voter, est-ce qu'on aurait accès soi-même au profil aussi ? Ça, c'est assez compliqué. Je ne sais pas s'il y a cette information-là actuellement dans le projet de loi. Tu peux répéter, résumer sa question, parce Oui, pardon, qu'on n'a pas forcément tous compris vraiment bien. C'est si la loi de renseignement, qui est actuellement en cours de débat, est effectivement adoptée, est-ce qu'on aura accès aux profils qui sont faits sur nous par le gouvernement français ? C'est dur à déterminer. Je ne sais pas s'il y a les informations qui sont dans le projet de loi qui permettent d'y répondre. Toujours est-il que, théoriquement, les fichiers comme le stick que j'ai présenté tout à l'heure, on devrait aussi y avoir accès. Concrètement, ceux qui ont essayé savent que c'est extrêmement compliqué d'y avoir accès. Donc ce sera probablement quelque chose de similaire. On sait aussi que la France c'est Le Monde qui l'a révélé il n'y a pas longtemps, aussi un organisme de surveillance qui est rattaché à la DGSE et à beaucoup d'autres organismes qui traitent aussi avec la NSA au passage, et qui font en fait déjà la grosse surveillance, mais sans la loi, c'est-à-dire que c'est fait de façon illégale. La loi d'ailleurs n'encadrera pas plus que ça, et donc tout ça étant donné que c'est pas dans les cadres de la loi, on a accès à rien du tout. Donc probablement que non, tu ne sauras rien de ce qu'ils font sur toi. Bon, maintenant Julien, ce que j'aimerais, c'est qu'on quitte pas cette salle avec... Il y a des solutions alternatives. Et sans faire forcément de publicité pour tel ou tel, tu pourrais nous expliquer un petit peu à quel endroit on peut partager. Il paraît que toi, tu fais partie d'une association qui fait ça. Donc est-ce qu'aujourd'hui, pour des gens comme toi ou moi, on a des solutions qui remplaceraient, entre guillemets, Google et qui nous mettraient dans des situations beaucoup plus confortables ? Alors on a beaucoup de solutions, elles sont pas forcément extrêmement visibles parce que c'est le souci, c'est qu'on n'a pas les moyens de Google pour les rendre aussi visibles. Il y a par exemple tout l'écosystème d'une association qui s'appelle Framasoft, sur framasoft.org, qui va vous proposer d'avoir des réseaux sociaux qui sont respectueux de la vie privée, qui va vous permettre d'éditer des documents de façon collaborative, de façon respectueuse de votre vie privée, etc., etc. Vous allez pouvoir faire tout plein de choses grâce à ces services-là, qui sont un exemple de ce qu'on peut faire sans Google et Facebook, et c'est des services qui sont extrêmement performants. Ensuite, pour vos adresses email, vous avez aussi des associations. C'est extrêmement important d'avoir confiance en ceux à qui vous filez vos données. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous partez en vacances et que vous laissez vos clés à un voisin pour qu'il consulte votre courrier papier, vous n'allez pas filer vos clés à n'importe quel voisin. Vous allez avoir envie d'avoir confiance en lui. Là, c'est la même chose pour vos emails. Il faut aller chez des gens qu'on connaît, à qui on peut avoir confiance. Donc pour ça, il y a les associations locales. Donc je vous avais donné tout à l'heure le lien ffdn.org. Donc ça, c'est une trentaine d'associations en France. Et dedans, vous pouvez en contacter une et leur demander est-ce que vous fournissez une adresse email. Et du coup, ils vont fournir ce qu'il faut avec le même niveau de service que ce que vous avez sur Gmail. Alors vous retrouverez pas forcément exactement toutes les fonctionnalités, mais en réalité c'est vraiment pas très grave. En plus ce sera cool, au lieu d'avoir @gmail.com, vous aurez votre nom de famille ou ce que vous voulez, .fr, .com, .net, ce sera beaucoup plus classe. Mais pour que ce soit efficace, il faudrait que tout notre entourage ait ce genre de boîte mail, puisque vous avez dit tout à l'heure qu'on mettait en danger tout notre entourage, par exemple en ayant une boîte mail Google.
Ça veut dire que si on envoie des messages à des personnes qui ont une boîte mail Google, même si notre messagerie est protégée en quelque sorte, nos messages ne le seront pas. Effectivement, c'est un vrai problème, c'est une excellente réflexion. C'est qu'à un moment donné, si je suis tout seul à militer, si je suis tout seul à faire attention à ma vie privée, que je communique qu'avec des gens qui sont de toute façon sur des trucs pourris qui surveillent, ça sert à rien. Cela dit, ça sert pas à rien. Parce que toi, ça veut dire que dans ton écosystème, au milieu de tes amis, bah, t'as une adresse qui est pas chez Gmail. Et donc il y a des gens qui vont te poser la question, qui vont te demander bah, pourquoi t'es pas sur Gmail. Et tu vas pouvoir leur répondre. Et il y en aura peut-être un deuxième qui va finir par faire la même chose, puis un troisième, puis un quatrième. C'est un peu le principe des 99% et des 1%, c'est-à-dire que ceux qui contrôlent tout, c'est les 1%, et nous, on est tous les 99%, c'est-à-dire que nous tous, on a réellement ce pouvoir-là. Donc toi, tu vas commencer, tu vas être toute seule, tu vas être le 1% dans le 0,001% dans le 99%. Mais c'est pas grave, parce qu'après, il suffit qu'il y ait une personne qui te suive, s'il y a 2 personnes qui suivent, chacune des personnes qui te suivent, de façon exponentielle, très très vite, tout le monde a quitté Gmail. C'est utopique, mais c'est comme ça qu'en fait toutes les grandes révolutions se sont faites, donc c'est aussi intéressant de les tenter. Tu parlais d'utopie, je suis pas complètement convaincu par l'utopie parce qu'en particulier chez Google, ils avaient un service qui est Maps et qui existe sur vos téléphones à tous, hein, Google Maps, vous l'avez. Il y a approximativement 5 ans, je pense maintenant, ils avaient un service de localisation. C'est-à-dire qu'on acceptait certaines conditions sur le téléphone et on était en permanence localisé, on localisait nos amis. C'est-à-dire que tu ouvrais ta carte Gmail, et il y avait ton pointeur et il y avait le pointeur des gens que tu connaissais. Je ne sais pas si tu as connu le truc ou pas. Et ça a duré approximativement 1 an et demi, puisqu'il y a une action collective, a priori en Allemagne, qui a justement mis en cause la sécurité des données liées à ce phénomène-là. Et Google a retiré immédiatement ses applications, et aujourd'hui, Maps ne fournit plus du tout ce genre de prestations associées justement à l'aspect privatif de la position du téléphone. Donc ça, de temps en temps, on peut même faire reculer des géants comme Google. Oui, bien sûr, je dis que ça peut paraître utopique, mais on fait énormément de choses. Et les lois européennes, en général, sont très bien pour casser un peu toutes les mauvaises pratiques de Google. Après, il faut aussi qu'on surveille ces lois-là, parce que quand on voit ce qu'on vote en France, on se dit que ce serait bien qu'ils continuent dans le bon sens et pas qu'ils se mettaient dans le mauvais, quoi. Mais effectivement, on peut faire beaucoup de choses en réalité, et on n'est pas du tout impuissant, au contraire, on a toute la puissance. C'est nos choix qui font qu'ils existent. Si personne n'utilise Gmail, Gmail n'existe pas, c'est aussi simple que ça. Y a-t-il aussi un moyen de recherche sur Internet sans se faire surveiller, mais complètement jusqu'à avant Google encore, quand on ouvre Internet, aucune surveillance? Il faudrait déterminer ce qu'on appelle aucune surveillance. Cela dit, ne pas se faire surveiller aussi grotesquement que ce qu'on se fait surveiller actuellement sur Google. Il y a des services, alors en France il y a duckduckgo.com. Moi c'est le moteur de recherche que j'utilise. Qui est une alternative totale à Google et à ceux qui sont un peu du même acabit comme Bing et compagnie, qui fonctionnent plutôt très bien. Ensuite, il y a ceux qui fonctionnent en mode proxy, c'est-à-dire qu'ils vont faire des requêtes pour vous chez Google et compagnie, mais finalement, on ne saura jamais que c'est vous, Google et compagnie ne sauront pas que c'est vous qui avez fait la requête à la base. Donc ça, il y en a d'autres, il y a XQuick, il y a plusieurs ce qu'on appelle des méta-recherches qui existent. Il y a Framabi aussi, je vous ai parlé de Framasoft. Donc ça, c'est leur solution à eux pour faire ce genre de recherche. Après, c'est peut-être aussi ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on considère que ces alternatives qui sont peu connues, et parce qu'elles ne sont pas très connues, elles ne sont pas aussi puissantes que des solutions comme Google, etc. Donc elles ne vont pas être forcément aussi pertinentes. Et ben c'est pas grave. On peut, par exemple, si on va chez le Bing de Microsoft, alors Microsoft, il était dans la liste pour Prism, hein, il vous surveille bien comme il faut. Cela dit, si vous avez Android, que vous utilisez YouTube, Google Maps et compagnie, et que vous mettez le moteur de recherche Bing, et ben ça permet de diluer un peu quand même. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on donne quand même pas tout au même. Donc aller chez un autre méchant pour quitter un méchant, et ben si c'est pas le même méchant, et en plus Google, Microsoft, on sait qu'ils aiment pas trop, c'est toujours mieux que rien. C'est une solution. Mais sinon, duckduckgo.com, je vous invite à essayer. Moi, je trouve ça plutôt cool. Moi, j'ai 2 questions. La première, c'est quel est le modèle économique de Framasoft? C'est-à-dire qu'on comprend bien que Google, on ne paye pas parce que c'est nous le produit. Et Framasoft, comment il vit? Uniquement de dons.
Donc c'est les dons que font les gens. Si vous voulez faire un don, vous pouvez. Et effectivement, c'est qu'à un moment donné, faut tous ces services-là, Google et compagnie, s'ils sont gratuits, c'est parce que derrière, ils revendent vos informations privées. Donc en fait, ils sont pas gratuits. Vous les payez en nature avec vos informations privées. Donc en fait, vous les payez avec ce que vous avez de plus intime. Donc en fait, c'est très très cher, Gmail et compagnie. Framasoft, à un moment donné, il y a des gens qui font simplement un virement bancaire. Donc là, c'est beaucoup plus rationnel. Et ça fonctionne bien. Cela dit, vous pouvez l'utiliser gratuitement. Puis un jour, si vous voulez, vous pourrez faire un don, mais c'est même pas obligatoire. Et ça passerait à l'échelle, parce que là, peut-être que le modèle économique par don, il tient le coup, parce qu'il n'y a que quelques... disons qu'il y a une petite frange de la population. Mais si on s'y mettait tous... Effectivement, et le but n'est pas que Framasoft passe à l'échelle. Le but, si Framasoft devenait énorme, aussi énorme que Google, il n'y a aucun souci qu'à un moment donné, les gouvernements feraient en sorte d'être chez Framasoft pour récupérer les données là où elles sont. Le but de Framasoft, c'est de fournir des services, de montrer que ça fonctionne, de montrer que c'est des alternatives crédibles, de les filer clés en main, et qu'à un moment donné, il y ait d'autres associations, d'autres structures, qui reprennent tous les services et qui les refoncent chez eux. Ça, c'est un truc qui est vachement important, c'est qu'ils utilisent que des logiciels libres. C'est-à-dire des logiciels que n'importe qui peut utiliser, n'importe qui peut lire, n'importe qui peut modifier, n'importe qui peut redistribuer comme il le souhaite. Donc en fait, si vous avez un service chez Framasoft que vous le trouvez particulièrement bien fait, simplement vous prenez le logiciel qu'ils utilisent, qui est en libre accès, vous l'installez sur une machine chez vous et vous pouvez créer votre propre communauté. Et le but, c'est d'avoir beaucoup de communautés, parce que la décentralisation, c'est toujours ce qu'il y a de plus sain quand on a ce genre de problème de surveillance. Dis-nous en plus. C'est des logiciels donc, que je peux prendre, mais c'est aussi des logiciels que je peux lire. Donc je peux peut-être vérifier dedans s'ils m'ont mis une saloperie ou s'ils sont vraiment clean. Ouais, effectivement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec les boîtes noires, par exemple, sur la loi d'enseignement. On va mettre des boîtes noires qui vont surveiller les accès, tous vos accès à Internet. Le problème, c'est que ce soit une boîte noire, c'est-à-dire que personne ne sait ce qu'elle fait à l'intérieur. C'est pareil pour les logiciels. Quand vous utilisez un logiciel comme Windows, par exemple, vous n'avez aucune idée de ce que fait ce logiciel-là avec vos données. À un moment donné, il peut décider de communiquer toutes vos informations. Vous ne le saurez pas. Si vous utilisez les logiciels libres, c'est des logiciels qui sont ouverts, que n'importe qui peut consulter. Alors vous n'avez peut-être pas la capacité actuellement de le faire, encore que, mais en tout cas, vous pouvez vous reposer sur une base de bénévoles, de citoyens, de gens, de développeurs qui, eux, en permanence, vont vérifier les codes sources de ces applications-là et vous inquiétez pas, ils le diront s'il y a un truc qui craint vraiment dedans. Donc en fait, quand vous utilisez des logiciels libres, c'est des logiciels qui, a priori, vous pouvez leur faire confiance parce que n'importe qui peut vérifier ce qu'ils font. C'est pas le cas des autres logiciels que vous pouvez trouver qu'on qualifie de propriétaires ou de privateurs. Mais en fait, c'est entièrement de ta faute, Julien. Parce que c'est des chercheurs en informatique qui ont permis à Google de monter leurs produits. Et donc c'est à cause de mecs comme toi qu'on en est là au niveau du numérique, non ? Oui, éventuellement, c'est pour ça que c'est important d'avoir une éthique et de toujours se remettre en question, de réfléchir et de pas forcément aller à l'appât du gain, éventuellement. À part l'un d'entre nous, est-ce que d'autres ont des questions ? Bittezer. Vous pouvez expliquer tous les domaines dans lesquels on peut utiliser Framasoft ? Alors je vais pas te faire la liste complète parce que, et c'est plutôt une bonne nouvelle en fait, il y en a énormément. Je t'invite à aller sur framasoft.org et à regarder la liste toi-même, mais il y a beaucoup d'outils, y compris des outils qu'on n'est pas habitué à utiliser. Par exemple, faire un dessin de façon collaborative. C'est-à-dire qu'on va faire un schéma tous ensemble et en fait, on pourra tous se connecter et le modifier. C'est des choses qui sont possibles. Il faut aller consulter. Est-ce que Framasoft et Framapad, c'est la même chose ? Alors, Framapad est un service de Framasoft. Alors, tous les services de Framasoft commencent par Frama. Framapad, donc un pad, c'est un truc où on va pouvoir, enfin du coup j'imagine que tu connais, hein, mais pour les autres, ça va être une page sur laquelle on va voir tout le monde qui édite en même temps. C'est un peu ce qu'on retrouve dans Google Docs, sauf que là c'est en mode encore plus libre. Et n'importe qui peut ouvrir un document, il n'y a pas besoin de compte, il n'y a besoin de rien, on va pouvoir tous écrire en même temps, je sais pas, un rapport d'assemblée générale, un rapport pour un TP, pour un exposé, pour n'importe quoi. Et donc effectivement, c'est un des services les plus connus que fournit Framasoft de faire ça. Est-ce que nous avons d'autres questions ? Donc je vous propose d'abord de remercier Julien. Merci.
Et Véronique et les profs nous invitent à retourner tranquillement